Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Kael et Psycho. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle très populaire dans la psychologie et très intéressant qui s'appelle le MBTI. Allez, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Vous l'avez compris avec la petite accroche de la vidéo, on va faire une petite entorse à l'énéagramme ici pour développer un autre modèle, le MBTI. On va voir déjà comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué, hein. Dans le MBTI, il y a 4 dimensions qui répondent chacune à des questions différentes et pour chaque dimension, il va y avoir 2 préférences opposées. Et vous allez voir, chaque préférence est représentée par une lettre. On commence tout de suite à voir à quoi correspond la première dimension. La première dimension du MBTI, elle répond à la question suivante. D'où tirez-vous votre énergie? 2 possibilités, l'extraversion et l'introversion. La préférence pour l'extraversion, c'est se nourrir des interactions avec les autres, d'aimer être au contact du monde et des autres. Et l'introverti, il tire son énergie de moments passés seul et dans le calme. L'extraversion, c'est représenté par la lettre E et l'introversion, c'est représenté par la lettre I. Alors, voyons cela un peu plus en détail. Les E, la préférence pour l'extraversion, c'est une tendance à la communication, à l'expressivité, à la recherche de contact et d'intérêt. Ils vont être sociables et enthousiastes. À côté de ça, vous avez la préférence pour l'introversion qui est plus marquée par de l'intériorité, donc des personnes plus réservées, flegmatiques, avec un besoin de calme, d'ambiance reposante. Je vous mets ici un tableau récapitulatif. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que quand un extraverti va se retrouver dans un endroit apaisé ou tout seul, il perd son énergie. Et inversement, un introverti, eh bien, c'est le fait de sortir, de voir du monde et de communiquer qui va le fatiguer. Concernant Koh Lanta, dans Koh Lanta, je pense que cette dimension, elle va jouer surtout sur le jeu social, en sachant qu'il y a des points positifs et négatifs des deux côtés. Un extraverti, il devrait se faire des alliés plus facilement, il aura une attitude plus sociable, et un introverti, il aura l'avantage d'un style plus discret par son calme. Alors c'est assez facile de lier cette dimension avec les 2 types de social que j'avais détaillés dans ma vidéo dédiée à ce sujet. La préférence pour l'extraversion, ça va favoriser le social de qualité. Et la préférence pour l'introversion, ça va favoriser le social de quantité. C'est une donnée supplémentaire à prendre en compte. Alors je pense malgré tout que l'influence de cette dimension, elle est moins forte que l'énéatype de la personne. Attention aussi, cette dimension n'a rien à voir avec l'assurance en société et la timidité. C'est vraiment uniquement une question d'énergie. Comment on recharge nos batteries en fait, hein. Alors un bel exemple dans Koh Lanta, c'est Pascal de la saison 15. Plusieurs fois, il montre ce besoin d'être tout seul, de s'isoler pour décompresser, pour son bien-être psychologique. C'est ce dont a besoin un introverti, du calme et de l'espace. Et voyez que par rapport à ce que je disais juste avant, Pascal il a un social de qualité et voilà, donc même en étant introverti, l'énéatype de la personne a une influence, je pense, plus grande que sa préférence pour cette première dimension du MBTI. Alors de l'autre côté, pour citer un exemple d'extraverti, on pourrait citer Javier. Après, on passe à la deuxième dimension qui traite de la question suivante. Comment recueillez-vous les informations? On va avoir les S qui ont une préférence pour la sensation et les N qui ont une préférence pour l'intuition. Les S ont une perception basée sur le réel en utilisant leurs 5 sens, tandis que les N ont une perception plus globale
et ils imaginent les possibilités derrière ce qui est percevable par nos cinq sens. Voici le tableau récapitulatif. Les sensibles, ils vivent dans le concret, ils sont réalistes et terre à terre. Ils aiment la pratique, l'application sur le terrain, notamment pour voir ce qui est fonctionnel. Et l'intuitif, de l'autre côté, il recueille les informations en s'immisçant dans l'abstrait, voit les possibilités, l'imagination, la théorie, les idées, les modèles et le futur. Alors quand on voit le descriptif de la préférence pour l'intuition, on reconnaît aisément le mode de fonctionnement de cette chaîne YouTube. Vous aurez remarqué que toutes mes vidéos sont conçues pour une vision globale du système Koh Lanta avec une réflexion théorique posée dessus à l'aide de divers modèles. Alors à noter aussi également que sur cette deuxième dimension, ça va être la seule dimension sur les 4 où il y a un déséquilibre au niveau de la répartition, c'est-à-dire que dans la population mondiale, autant les 3 autres dimensions c'est à peu près équilibré, autant a priori sur celle-ci, il y a presque 75% de la population qui a une préférence pour la sensation. Alors dans Koh Lanta, cette dimension elle va jouer un rôle au niveau de la vision du jeu. Je dirais qu'il y a plus d'appétence, d'attirance pour la stratégie quand on a une préférence pour l'intuition. Grâce à la vision globale, la vision du futur, le fait de faire des liens, d'imaginer des possibilités. En fait, c'est plus facile, je dirais, d'avoir une vision à long terme quand on a une préférence pour N. Tandis que les S, ils vont être plus doués dans les domaines pratiques, comme la survie ou les épreuves. Ils auront une meilleure vision du comment faire au moment présent. Et même, en fait, les S qui seront stratégiques, ils vont moins essayer d'imaginer le futur. Ils préféreront d'abord trouver une solution au présent et ils vont se soucier moins, par exemple, de leur jury management, je pense. Allez, en guise d'exemple, je vais vous prendre des candidats de la saison 21, les 4 terres. Alix, dans le recueil par sensibilité, elle est dans la pratique, les résultats réalistes. Et de l'autre côté, on pourrait citer le regretté Bertrand Camel dans l'intuition, avec un côté plus inventif et plus orienté futur, je pense. Ensuite, la troisième dimension répond à la question « Comment prenez-vous vos décisions ?» On a d'un côté la préférence pour la pensée, avec la lettre T, et de l'autre côté, la préférence pour le sentiment, avec la lettre F. Donc le T, il préfère utiliser des raisonnements logiques pour prendre ses décisions, alors que le F, il préfère utiliser sa subjectivité, son empathie. Du coup, si on regarde un peu plus dans le détail, la préférence pour la pensée, ça donne un côté logique, où on essaye d'être objectif, rationnel, on aide en trouvant des solutions, interrogatif avec un besoin de comprendre, un peu plus critique et ferme. Et de l'autre côté, les F, ils préfèrent prendre en considération les circonstances personnelles en étant empathique, subjectif, compatissant, conciliant, compréhensif, accommodant, pour trouver un terrain d'entente. Après, n'oubliez pas que toujours pareil, c'est une question ici de préférence. Sentiment, il est capable de faire des choix logiques, et quand on préfère la pensée, on est quand même capable de faire des choix avec ses sentiments. Alors, étant donné que Koh Lanta est un jeu à choix, cette dimension, elle a un gros impact. C'est elle qui peut être à l'origine de désaccords dans les choix des éliminés. Il y a un tel qui veut éliminer le plus mauvais en épreuve, parce que c'est logique, et l'autre il veut pas, parce qu'il a fait une promesse à machin qu'il aime bien, et à bidule parce qu'il l'a aidé. Alors, si les différences sont trop prononcées ou trop récurrents, on peut imaginer que ça crée des frictions et ça peut casser des alliances. Là, je pense notamment à ce qui s'était passé entre Shanice et Vincent. Alors, le problème ensuite de préférer la pensée, c'est qu'on va manquer de tact. Le jury management, il est moins satisfait. Et le problème de préférer le sentiment,
c'est qu'on peut louper de belles occasions de se rendre à l'aventure plus facile en faisant des choix logiques dans des moments cruciaux. Alors comme candidat, outre Shanice et Vincent, où on va rester dans la saison 22, on va prendre Aurélien et Candice. Aurélien qui essaye d'être objectif, de prendre du recul pour prendre des décisions logiques. Et à côté de ça, Candice qui était guidée par son cœur, qui a fait confiance à Maxine et Laure dans une optique compatissante. Ensuite, on passe à la dernière dimension, la quatrième, qui répond à la question « Comment abordez-vous le monde extérieur ?» On va avoir d'un côté ce qu'on appelle le jugement, avec la lettre J, et de l'autre ce qu'on appelle la perception, avec la lettre P. Alors personnellement, je trouve que les termes sont vraiment mal choisis. Ça doit venir de l'anglais. Moi, je me souviens qu'à l'époque où j'avais découvert le MBTI, ça m'avait piégé, cette dénomination. Je pensais avoir compris, alors qu'en fait, j'avais rien compris. Donc cette dimension n'a rien à voir avec le fait d'émettre un jugement ou de percevoir les choses. Donc en gros, pour que ce soit plus clair, le jugement, c'est une préférence pour l'organisation et la perception, c'est une préférence pour l'adaptation. Donc le J, il aborde le monde de manière organisée, il aime planifier. Et en P, il aborde le monde de manière flexible, il aime les échéances de dernière minute. Pour un peu plus de détails ici, donc dans le jugement, on est structuré, organisé, on anticipe l'avenir, on aime se préparer à l'avance, se concentrer sur une chose à la fois, on va être performant quand on se prépare. Donc on programme, on apprécie les procédures et on est méthodique. Et les caractéristiques de P, c'est plutôt la décontraction, l'ouverture, l'attente d'être sous pression, la spontanéité, l'improvisation. Donc voyez par exemple, tous ceux qui faisaient leurs devoirs à la dernière minute, quand ils étaient à l'école, c'est certainement des P. Le travail dans l'urgence, c'est quelque chose que va essayer d'éviter les J. Les J, ils essayent d'avoir le sentiment de maîtrise. Alors moi, concrètement, encore une fois, cette chaîne YouTube, elle représente bien ma préférence pour le jugement. Toutes mes vidéos sont planifiées à l'avance. Là, je fais le tournage fin juillet. Je sais déjà que je vais faire le montage la deuxième semaine d'août et que la vidéo, a priori, ne sortira que vers la fin octobre. En fait, il y a un souci d'organisation et d'anticipation du futur chez le J qui n'existe pas vraiment chez le P. Le P, il n'a pas besoin de programmer sa vie, il va s'adapter, il est flexible. Ça, c'est le mot peut-être le plus important pour comprendre P, c'est la flexibilité. Alors, par rapport à koh Lanta, c'est une dimension importante, je trouve, parce que l'émission cherche à casser la routine en créant des rebondissements et de l'inattendu. Et ça, c'est le gros point fort de la préférence pour la perception, c'est qu'ils sont à l'aise avec le changement. Ils vont s'adapter plus facilement et plus vite aux situations. Alors que les J, ils seront déstabilisés parce que ce qu'ils avaient prévu, ça tombe à l'eau. En candidat P, on pourrait citer Laurent, je pense, de Raja Ampat, et un mode d'action flexible et spontané. Et un bel exemple de J, ce serait Yacine, méthodique dans la recherche de la maîtrise par l'organisation. Donc, au final, c'est en associant les 4 lettres, des 4 dimensions qu'on vient de voir, qu'on débouche sur le profil MBTI. Et vu qu'il y a à chaque fois 2 possibilités, il existe 16 combinaisons différentes que vous voyez sur l'écran ici. Allez, je vous propose d'établir maintenant quelques profils de candidats de koh Lanta et vous pouvez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Sam, notre ami Sam, est-ce que ce serait pas un ISTJ? Donc introverti, sensible dans le concret, réaliste. Après, logique, c'est-à-dire qu'il prend ses décisions dans l'objectivité, la rationalité. Alors il y a une scène dans l'île des héros où Moussa lui demande pour qui il va voter
Et Sam y répondra qu'évidemment, il votera Ahmad. Il ne vaut rien sur le camp et sur les épreuves. La logique, elle s'impose d'elle-même chez Sam. Et enfin, J pour son côté méthodique, préparation, organisation. Sam était l'un des candidats qui s'était le plus préparé pour koh. Jessica, de la saison 14, est-ce que ce serait pas une ESTP? Une énergie qui vient de l'extérieur, elle est communicative et enthousiaste. Un recueil d'informations par sensation, Jessica est terre à terre et observe d'abord les faits. Ensuite, une prise de décision par la pensée. Par exemple, je pense dans l'île des héros, quand elle vote contre Théé pour être sûre de rester. Et je dirais qu'elle est P, là je la sens plutôt comme ayant un besoin de flexibilité, pardon. Elle est spontanée et décontractée. Shanice. Alors Shanice, est-ce qu'elle serait pas ENTJ? Extravertie, besoin de contact. Dans l'intuition, avec une analyse globale et orientée future par l'élaboration. Une préférence pour T, la pensée, par sa volonté de faire des choix logiques, comme quand elle impose son choix à Vincent. Je pense que ça, c'est un point qui doit être d'ailleurs généralisable à tous ceux qui ont une préférence pour la prise de décision logique. C'est ce côté, bah oui, il faut faire comme ça, c'est logique. Ils comprennent moins l'opinion des autres et du coup la prise en considération de l'avis d'autrui, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux. Et enfin, je pense qu'elle serait J dans le jugement. Elle a besoin d'anticiper et de structure, je pense. Patrick, de la saison 9, est-ce qu'il ne serait pas ENFJ? Envie d'être entouré, d'avoir des interactions. Le N, pour sa vision globale, il est orienté vers les idées, il voit les possibilités. F, car il cherche des terrains d'entente, il est compréhensif et accommodant. Et J, car il aime pas vraiment les surprises, il est à l'aise dans l'anticipation et la planification. Ensuite, Grégoire de Palawan, INTP, pourquoi pas. Préférence pour l'introversion, avec ce besoin de calme. Plutôt N dans le global, l'abstrait, la nouveauté. Après, je suis pas sûr, mais je dirais plutôt une préférence pour la pensée, car j'ai le souvenir qu'il était plutôt rationnel et objectif. Et enfin, P, car il vit dans le présent, il n'est pas trop dans le calcul et il apprécie la flexibilité. Raphaël, de la saison 4, est-ce qu'il ne serait pas ISFP? De l'introversion, j'ai l'impression qu'il aimait bien aller pêcher et chasser tout seul. Le S, car il aimait le concret, les résultats avec cette perception d'un homme de terrain, la vision de ce qui est utile et de comment faire les choses dans la pratique. F, pour une prise de décision sentimentale par la subjectivité. Et P, parce qu'il aborde le monde avec spontanéité, il prend les événements à l'improviste. Allez, maintenant qu'on a vu quelques profils, j'ai envie de mettre en évidence la différence entre le MBTI et l'énéagramme. La principale différence, c'est que ce sont des modèles qui ne répondent pas à la même question. Le MBTI, c'est la réponse à la question « Comment ?» Comment je suis? Je suis introverti, je suis intuitif, etc. Comment je prends mes décisions? C'est toujours la question « Comment ?» C'est une description comportementale en fait. Tandis que l'énéagramme, ça répond à la question « Pourquoi ?» Pourquoi je suis introverti? Pourquoi je suis intuitif? Exemple de réponse, pour éviter les conflits. On est dans une description motivationnelle. Alors quand même, c'est vrai aussi qu'en plus des motivations, l'énéagramme décrit indirectement des comportements, du style « je préfère le centre instinctif », ça sous-entend que je suis énergique. Ou encore, si je suis d'énéatype 4, ça veut dire que je suis comment? Je suis envieux. L'envie, c'est la passion du 4. Alors cependant, quand même, le but du modèle, c'est bien de décrire les motivations et pas les comportements.
Il y a deux conséquences à cette différence. L'énéagramme, ça va nous permettre de décrire des choses abstraites. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entière consacrée à l'identité de koh. On n'aurait pas pu faire cette vidéo en utilisant le modèle du MBTI à cause du fait qu'il décrit des comportements et que quelque chose d'abstrait n'a pas de comportement puisqu'il n'existe pas. Autre conséquence, c'est possible de trouver son profil MBTI en passant un test, un questionnaire. Bon, encore faut-il que le questionnaire soit fait de manière sérieuse, complète, par des professionnels. En revanche, c'est impossible de trouver son énéatype par un questionnaire. La marge d'erreur est beaucoup trop grande. Donc, on ne peut pas atteindre la certitude sur son type en passant un test. Le seul moyen pour débusquer son ego, c'est de pratiquer l'auto-observation. S'observer sans jugement pour déceler les raisons de nos comportements. Bon, sinon, les deux modèles sont de formidables outils de connaissance de soi et de développement personnel qui sont donc complémentaires. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a eu des tentatives de fait pour rapprocher les modèles entre eux. Et ce qu'il faut retenir, c'est que comme ça ne parle pas de la même chose, toutes les combinaisons existent. C'est-à-dire que les 16 profils du MBTI sont représentés dans les 9 énéatypes. Simplement, en revanche, la répartition n'est pas équitable. Il va y avoir des combinaisons plus fréquentes que d'autres. Par exemple, on estime qu'environ 85% des énéatypes 5 ont une préférence pour l'introversion. Alors c'est plutôt logique, on dit souvent que la nature est bien faite. Eh bien, un très bon moyen pour éviter le vide intérieur, c'est de se retrouver tout seul. Or par contre, ça veut aussi dire que 15% des 5 ont une préférence pour l'extraversion. Et ça, c'est important à souligner sous peine d'avoir une vision trop réductrice de l'énéatype. Sinon, quand on rencontrera un 5 extraverti, eh ben, on va avoir du mal à le typer si on a des préjugés. Alors, dans la même veine, il existe environ 5% des énéatypes 2 qui ont une préférence pour la pensée, la prise de décision logique. Certes, c'est très peu, c'est 5%, mais ça existe. Et de la même manière que quand on mélangeait l'énéagramme et la spirale dynamique, souvent les combinaisons minoritaires, elles sont gênantes parce qu'elles ne respectent pas en fait les schémas habituels auxquels on est habitué. Et ça peut occasionner du coup des surprises. Et à ce propos-là, sur ce dernier exemple, je pense avoir trouvé un exemple d'énéatype 2 qui a une préférence pour la pensée dans koh. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la candidate qui s'appelait Marie dans la saison 6. Elle avait fait quelque chose d'assez surprenant. Elle avait voté contre son ami Gaël à un conseil, alors que Gaël était déjà condamné. À l'époque, c'était du 2 contre 4, donc il n'y avait aucun moyen de se sauver. Et je pense qu'en fait, Marie, elle prend cette décision par logique, donc par rapport à sa compréhension du jeu. Elle n'a pas fait ça avec son cœur. Mais dans la scène, on voyait bien que le centre émotionnel vers l'extérieur était bien présent chez Marie. Pendant toute la scène du conseil, du dépouillement, elle pleure et elle tient même la main de Gaël. Bon, je continue, je vous donne d'autres exemples de corrélations très fortes. On a environ 90% des énéatypes 1 qui ont une préférence pour le jugement, 85% des énéatypes 7 qui ont une préférence pour l'extraversion, ou de même, toujours pour rester sur les énéatypes 7, 90% ont une préférence pour la perception. Donc voilà, quand on a affaire à des énéatypes 7, très souvent en fait, ça va être des EP, des extravertis dans la perception. La majorité des 7. Ou encore, 85% des énéatypes 8 ont une préférence pour la pensée. Voilà pour cette vidéo de présentation du MBTI dans koh. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui connaissaient déjà, c'est un modèle dont on croise facilement le chemin. Alors si jamais il y en a du coup parmi vous qui connaissent bien le MBTI, n'hésitez pas à venir écrire un commentaire pour corriger des choses que j'aurais dites ou mal dites, ou tout simplement pour venir donner votre avis sur les profils des candidats de koh.
Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez toujours le faire. Et n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Maatane.